Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de votre soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du focus, 1 heure de débrief sur l'actualité. Nous sommes mardi, nous recevrons donc nos experts en numérique, robotique, informatique, à savoir les membres de l'association Wibash, et ils m'aideront à décortiquer, justement, décrypter un peu les filières agricoles disponibles au lycée de Convenance. Ce sera tout de suite après la coupure pub de 19h, même pour l'instant, place à l'actu. Nous sommes le mardi 4 mai 2021 et notez qu'aujourd'hui, nous avons appris que la gestion de crise Covid nous a coûté pour l'année 2020 168 milliards d'euros et un gouvernement qui risque peut-être d'annoncer une 4e vague pour les grandes vacances. On aura le temps de voir venir, mais bon, on passe au titre. Tout d'abord, nous nous pencherons sur le projet Malin axé sur l'amélioration de la santé des Guadeloupéens face aux maladies infectieuses tropicales. Puis on enchaînera avec une signature de partenariat entre la préfecture, la région et la mission locale pour favoriser l'insertion des jeunes. Et en fin d'édition, du football avec la dernière phase de sélection du concours d'entrée au Pôle Espoir de Guadeloupe. Et qui plus est, ce soir, je recevrai Stéphie Fibleuil, qui est chargée de communication, justement du Crous de Guadeloupe, et elle nous parlera de la campagne des bourses qui a été lancée. Et on part tout d'abord pour une petite immersion au cœur du service de médecine nucléaire du CHU de Pointe-à-Pitre. Plus qu'une simple unité d'imagerie médicale, ce pôle comprend l'ensemble des applications de la radioactivité en médecine, le reste en images. Bonjour et bienvenue dans le seul et unique service de médecine nucléaire de la Guadeloupe. Donc on se trouve au niveau de l'accueil qui est le point de départ de la prise en charge des patients qui arrivent ici. Le service de médecine nucléaire, c'est une imagerie médicale qui permet d'étudier le comportement cellulaire des êtres humains, comparé à la radio qui, elle, est une imagerie plus morphologique. Dans les services de médecine nucléaire de la Guadeloupe, on a plusieurs métiers qui travaillent ensemble. Donc on a les secrétaires qui sont à l'accueil, on a les préparatrices en pharmacie qui se trouvent dans le labo et qui préparent les produits que l'on va ensuite injecter à nos patients. Nous avons des manipulateurs. Alors ici, on est au nombre de 6 manipulateurs radio. Donc c'est nous qui injectons les patients et réalisons les examens. Puis ces examens sont interprétés par des médecins qui sont à l'heure actuelle au nombre de 3. On se trouve sur un examen de scintigraphie pulmonaire, donc dans le cadre de la recherche d'une embolie pulmonaire, où le manip là, va pouvoir injecter le radiopharmaceutique qui va nous permettre d'étudier la partie vasculaire des poumons. On se trouve au niveau du labo chaud, où on prépare et on contrôle les radiopharmaceutiques qu'on va ensuite injecter aux patients. Dans ce labo se trouvent des préparatrices en pharmacie qui sont aujourd'hui en nombre de 5 qui tournent de manière intermittente. On est en présence de Floriane, préparatrice en pharmacie, qui nous prépare aujourd'hui une préparation qui va nous servir à quoi ? Alors, je prépare actuellement du Pulmo-6 qui va être injecté aux patients. Vous devrez vous contenter de cet extrait pour l'instant puisque l'intégralité de ce reportage sera diffusée le jeudi 20 mai prochain dans Santé 10 avec Brigitte Zabarel et vous pourrez apprécier le travail du docteur Lionel Bélia qui est chef du service nucléaire au CHU de Pointe-à-Pitre. Et afin de mieux observer et contrôler les maladies qui nous touchent, les chercheurs épidémiologistes, cliniciens, techniciens, biologistes et agences de santé ont mis leurs compétences en commun au sein du projet Malin, entendez par là maladies infectieuses en milieu tropical. Un travail collaboratif entre acteurs guadeloupéens de la santé autour des maladies infectieuses végétales, de la cercosporiose, du Zika, de la dengue ou encore de l'endométriose qui serait liée au microbiote. Le reportage de Charlie Dagonia. Alors, l'objectif du projet Malin était de renforcer les collaborations pour pouvoir mieux surveiller les maladies et mieux les contrôler. Maintenant, on va passer à une autre étape qui est de s'intéresser aux problématiques de santé plus globales. Donc mieux intégrer les problématiques liées à l'environnement
et renforcer la santé de la population, améliorer la résilience aussi. Donc la capacité en fait, de la population de la Guadeloupe à faire face à des problématiques sanitaires. Bien, en fait, on a déjà plusieurs projets transversaux, notamment avec le CIRAD, en particulier des investigations, des recherches de l'origine de maladies qui atteignent le système nerveux central, c'est-à-dire le cerveau, la moelle épinière, pour pouvoir identifier des agents éventuellement infectieux, des maladies infectieuses à l'origine de ces maladies-là. Et donc ce travail se fera en collaboration avec le CHU, le laboratoire de virologie et de microbiologie, et le CIRAD pour pouvoir investiguer tous les pathogènes possibles qui pourraient être à l'origine de ces maladies. Alors les thématiques sont nombreuses. Dans le cadre du projet Malin, on s'est plutôt concentré sur les thématiques liées aux maladies infectieuses, donc dues à des virus, des bactéries ou d'autres pathogènes. On a abordé des maladies vectorielles transmises par les moustiques par exemple, des zoonoses qui sont des pathogènes transmis partagés entre l'animal et l'homme. Il y a aussi eu des maladies infectieuses végétales, donc les pathogènes de culture. Donc tout ça a été abordé dans le cadre du projet Malin, la cercosporiose, le virus du Nil occidental, le West Nile, des maladies aussi transmises par les moustiques, le Zika, la dengue, etc. On a un deuxième gros projet qui correspond en fait à essayer de comprendre comment surviennent certaines maladies de l'utérus qu'on appelle les endométrioses et qui seraient en fait peut-être reliées à ce qu'on appelle le microbiote, c'est-à-dire en fait toutes ces bactéries qu'on peut avoir dans l'organisme qui peuvent être variables, qui peuvent avoir des fonctions bien définies et qui peuvent être impliqués dans ce genre de maladie. Et c'est pareil, on a effectivement un projet transversal pour pouvoir utiliser des plateformes communes au niveau des expertises de laboratoire. On part pour une signature de partenariat entre la préfecture, la région et la mission locale. Un pacte de 53 millions d'euros pour venir en aide aux jeunes en 2021. Car nombreux sont ceux qui n'ont pas recours à leurs droits et ignorent même l'existence de dispositifs comme la garantie jeune, l'échéquier qualification ou encore l'allocation mensuelle de 500 euros auxquels ils ont droit. Un pacte pour remettre à profit les compétences de nos jeunes dans les secteurs porteurs tels que l'économie bleue, l'agrotransformation, la construction, travaux publics et la transition écologique. Le reportage. Dans les compétences, c'est toutes les aides que nous mettons en œuvre avec le département et les crédits de l'État pour aider les jeunes dans leur formation, dans leur insertion professionnelle. C'est 53 millions d'euros pour 2021, moitié de la région, moitié de l'État. Et on a rajouté cette année 5,5 millions d'euros pour le plan de relance, pour ce programme très particulier qui s'appelle Un jeune, une solution. Nous avons vraiment, depuis septembre 2020, démarré une grande campagne de communication parce que nous nous sommes rendus compte que de nombreux jeunes n'ont pas recours à leurs droits sur ce territoire. Donc aujourd'hui encore, c'est l'occasion de parler de ce plan de relance, de ce plan d'accompagnement intensif, de mesures intensives qui a été mis par l'État. Mais on voit aussi aujourd'hui que la région est là et elle signe une convention pour les chéquiers qualifications. Je peux vous dire que ça fait des années que nous attendons, donc nous sommes très contents. Voilà beaucoup de solutions pour nos jeunes de 16 à 25 ans et particulièrement un accompagnement, un dispositif qui est la garantie jeune. On appelle tous nos jeunes, tous les jeunes de la Guadeloupe qui rencontrent des difficultés financières, des difficultés sociales, des difficultés de logement, qui eux-mêmes, certains jeunes parmi eux, ont des difficultés pour se nourrir, de se rapprocher des conseillers de la mission locale qui sont dans les communes pour pouvoir bénéficier de ce dispositif. Parce qu'en plus de cet accompagnement intensif, ils pourront bénéficier de 497 € d'allocation mensuelle. Alors je pense quand même que pour les jeunes qui ont du téléphone à payer, qui doivent se nourrir, qui doivent payer du transport pour se faire leur démarche administrative, 500 € par mois, c'est quand même nécessaire et l'État le met à disposition pour près de 1250 jeunes. Ça va permettre à la région Guadeloupe de participer aux côtés de la mission locale à l'effort de formation en faveur de 375 parcours de formation supplémentaires en faveur des jeunes. La région, comme vous le savez, intervient également avec Pôle emploi et avec l'État dans le cadre du pacte. Le pacte qui est donc un dispositif qui permet à nos deux institutions de mettre à profit les 96 millions sur un parcours de 4 années 2019-2022, pendant lesquelles la collectivité régionale et l'État vont pouvoir œuvrer en faveur des demandeurs d'emploi de notre territoire.
Les secteurs prioritaires sont ceux qui sont stratégiques pour nous, l'économie bleue, le secteur de l'agrotransformation, bien évidemment, le secteur de la construction et du bâtiment et travaux publics et le secteur de la transition écologique. Donc c'est important pour nous de nous réinscrire dans un développement de formation qui soit sur des métiers porteurs pour les jeunes et parfois pour les moins jeunes, puisque les demandeurs d'emploi ne sont pas uniquement des jeunes. Je rappelle que l'effort que nous faisons, ce n'est pas un effort que nous avons commencé cette année, c'est un effort que nous poursuivons et que nous amplifions avec la mission locale et avec l'État aujourd'hui. Un reportage signé Olivier Félix. Et maintenant, je reçois Stéphie Fibleuil, qui est chargée de communication au Crous Antilles-Guyane. Bonsoir, Madame Fibleuil. Bonsoir Harold, bonsoir chers téléspectateurs. Alors, comment se portent nos étudiants? On sait qu'il y a pas mal de bouleversements à cause de cette crise Covid. Comment se portent nos étudiants? Eh bien, en règle générale, on va dire qu'il y a une vraie remontada, on va dire, de la motivation des étudiants, en tout cas sur le campus. C'est vrai qu'on arrive en fin de cursus universitaire, donc là, beaucoup sont au cœur des examens et donc ça va être plus soft, on va dire, sur le campus à partir des prochaines semaines. Est-ce que les examens seront bel et bien organisés comme il faut? Normalement, l'Université des Antilles fait le nécessaire pour que ça le soit. Alors, vous entamez justement la campagne des bourses universitaires, puisque sans argent, effectivement, on ne peut pas payer son abonnement, on ne peut pas payer grand-chose. Donc, ils en ont besoin. Est-ce qu'il y a des modifications particulières cette année? Alors, pas de modification sur les conditions de ressources en soi pour bénéficier de la bourse. Par contre, la nouveauté cette année, c'est que le dossier est complètement dématérialisé. C'est-à-dire que les années précédentes, les étudiants devaient transmettre par courrier leurs pièces justificatives. Et aujourd'hui, tout se passe en ligne via messervices.etudiants.gouv.fr. Donc, la demande est plus rapide, la réponse aussi est plus rapide? Eh bien, je l'espère. Et pour qu'on puisse justement apporter une réponse beaucoup plus rapide à nos chers étudiants, il faut qu'ils puissent constituer leur dossier social étudiant avant le 15 mai prochain, afin que nos services... Donc la date butoir, c'est le 15 mai prochain. Alors, c'est-à-dire qu'il y a une deadline, si vous voulez, qui a été mise en place pour servir le traitement de ces dossiers. En temps et en heure, afin de permettre aux étudiants de constituer leur dossier d'inscription dans les délais. Bien sûr, après cette date butoir du 15 mai, ils pourront continuer à effectuer leur demande de bourse sans difficulté. Cependant, ils auront une réponse tardive et à cela, il y aura d'autres conséquences qui peuvent être malheureuse pour certains étudiants. C'est le cas notamment du fait qu'ils auront moins de choix en termes de logement, parce qu'évidemment, les premiers arrivés sont les premiers servis, comme on dit. Ensuite, ils n'auront pas droit au paiement anticipé de la bourse, parce qu'il faut savoir qu'effectivement, à partir du mois d'août, on verse le premier paiement anticipé pour permettre aux étudiants de préparer la rentrée universitaire. Et puis, ils n'auront pas l'exonération des frais d'inscription non plus. Donc, ils devront s'acquitter des frais d'inscription et faire la procédure pour se faire rembourser après si c'est légitime. Et aussi, par rapport au passeport mobilité, ça peut être compliqué. Ils peuvent ne pas avoir la prise en charge. Donc, autant remplir son dossier avant le 15 mai. Exactement. Tout simplement. C'est ça. Est-ce qu'il y a une revalorisation particulière des montants par rapport à la crise Covid? Peut-être qu'il y a une prime étudiante Covid+, on ne sait pas. Alors, il n'y a pas eu en tout cas pour la bourse, de revalorisation par rapport à la crise Covid. Cependant, pendant la crise Covid, le gouvernement a quand même permis aux étudiants de bénéficier d'aides exceptionnelles, notamment une aide de 200 €, une autre de 150 €. Et puis, le service social du Crous des Antilles de la Guyane reste mobilisé et ouvert à tous les étudiants qui seraient en difficulté et qui en auraient besoin. D'accord. Donc ceux qui sont un peu coupés de leur famille, comme on est en confinement, couvre-feu, enfin couvre-feu, finement, on ne sait plus, ils peuvent compter sur le Crous. Oui, bien sûr. Très bien, très bien. Merci beaucoup en tout cas Madame Fibleuil d'être venue nous présenter justement le programme des bourses pour cette année. On le rappelle, la date limite préférable à respecter serait le 15 mai au plus tard. Donc il vous reste à peine 11 jours justement pour faire cette demande qui est totalement dématérialisée cette année. Donc sur le site, on va rappeler le site internet www.messervicesétudiants.gouv.fr. Merci encore Madame Fibleuil, je le rappelle, chargée de communication du Crous Antilles-Guyane. Et est-ce que vous aimez les vêtements vintage? Eh bien, pourquoi pas?
C'est un peu votre style ? Ça revient tendance, donc pourquoi pas. Vous avez vu qu'on tourne un peu en rond sur les modes. Hein. Là, on est en train de revenir aux années 70-80, j'ai l'impression. Eh bien, si c'est ce qu'il faut, pourquoi pas. En tout cas, on part chiner quelques bonnes affaires à la friperie du Camp Jacob de Saint-Claude. Une boutique créée par Johanna Maria, étudiante en langue étrangère appliquée, qui propose des vêtements et accessoires vintage pour des tout petits prix allant de 1 à 10 €. Le reportage de Stanley Manicor. Depuis très petite, moi je suis attirée par les belles choses, j'aime les beaux vêtements, etc. On peut dire que je suis amatrice de mode, mais ce sont des petits éléments en fait comme ça qui au fil du temps m'ont donné comme un déclic en fait lors de cette 3e année, puisqu'il faut savoir que pendant un long moment, je ne savais pas forcément ce que je voulais faire. Et tout ça allié, en fait, ça a fait que voilà, j'ai eu cette idée, c'est venu un peu comme une évidence, comme on pourrait dire, de friperie, en fait, où j'aurais ma propre boutique de fripe. Donc de là, j'ai fait appel à Casabroc, justement, qui ont accepté, en fait, volontairement de faire un partenariat avec moi, avec plaisir. C'est là où j'ai pu récupérer les meubles aussi justement pour faire la décoration. Elle voulait un peu le concept vintage, donc elle nous a sollicité par rapport à la location et de là, de fil en aiguille, donc aussi notre savoir-faire pour des friperies parce que bon, nous on a déjà ce savoir-là, donc c'est un petit plus, lui apporter un petit plus par rapport à son projet. C'est l'insertion, c'est la solidarité et comme vous voyez, on est justement sur un campus, donc qui dit campus, donc on a affaire à des jeunes et on sait qu'aujourd'hui, donc c'est un peu dur pour un peu tout le monde et entre autres eux aussi, donc mettre ce concept-là sur le campus, c'était tout bénéfique pour eux. On est un petit peu réticents, sceptiques, oui, lorsque les vêtements, les choses ont déjà été utilisées. Mais après, il faut dire effectivement que c'est quand même un concept qui prend de l'ampleur dans l'Hexagone et dans le monde et du coup qui commence aussi à impacter nos îles, nos jeunes. Et je pense j'ai trouvé qu'ils étaient plutôt ouverts à l'idée, plutôt réceptifs, ça se passait plutôt bien. Et justement, j'espère avec ce projet développer ce concept au niveau de nos îles. Parce qu'ici, c'est de 1 € à 10 €, vraiment pour les robes de soirée, etc. Sur la Basse-Terre, je vais dire, on avait justement ce manque de friperie. On a ces petits côtés friperie, ressourcerie. Là, ça manque. Donc, ramener ça, donc, je pense que c'est une première étape un peu sur la Basse-Terre et en espérant que ça va suivre un petit peu son cours. Exactement, c'était ça aussi l'idée, de pouvoir en fait apporter la mode à tout le monde. Voilà, c'est ça l'idée, parce que j'estime en fait qu'en tant que femme, être bien présentée, pouvoir s'habiller d'une façon qui nous plaît, dont on est satisfait, ça fait partie du bien-être en fait, ça fait partie du développement de la femme, de la jeune femme. Et malheureusement, on n'a pas forcément toujours les moyens de suivre la mode, de suivre les dernières tendances. Et justement, la seconde main apporte cette opportunité. Dans le cadre de sa politique de valorisation des zones desservies, la compagnie Air France appose des noms de villes sur ses avions. Et pour la Guadeloupe, c'est Basse-Terre qui a été choisi pour figurer sur la carlingue. Un petit clin d'œil, mais vraiment tout petit, puisqu'il est à peine lisible. On dira que c'est l'intention qui compte après tout. Regardez. Alors Air France a renoué avec une ancienne tradition de nommer tous ses avions avec le nom d'une ville française. Donc Air France Guadeloupe a choisi Basse-Terre parce que c'est le chef-lieu de la Guadeloupe, donc c'était incontournable pour nous d'avoir Basse-Terre sur un de nos avions, Airbus A320. Je rappelle qu'il y a 2 avions qui sont basés toute l'année en Guadeloupe. Donc il y a le premier avion qui s'appellera Basse-Terre, le deuxième c'est Kourou. Au total, c'est 8 avions qui peuvent venir de Roissy. Et donc à tour de rôle, il y aura des noms de villes qui représentent soit la Guyane, soit les Antilles, qui seront attribués. Donc on a tout un programme d'avions qui vont être baptisés. C'est important pour les équipes d'Air France ici. Et puis c'est important de porter haut et loin les couleurs de Basse-Terre. Parce que cet avion, un jour, il est basé à Pointe-à-Pitre, mais il pourra repartir sur Roissy. Et donc du coup, il pourra partir de Roissy pour aller à Genève, à Barcelone, sur toute l'Europe. Et donc pour faire connaître et faire de la publicité pour Basse-Terre dans le monde entier. Vous comprenez que pour moi, natif de Basse-Terre, maire de Basse-Terre, venir ici, voir un avion qui va partager, voyager dans toute la Caraïbe, mais également l'Europe, porter le nom de Basse-Terre, c'est bien sûr une grande satisfaction, une grande émotion.
d'être là. Des milliers de gens vont prendre cet avion et vont voir cet avion qu'on va baptiser au nom de Basse-Terre, porter ce nom de Basse-Terre. Voilà, c'est bien sûr pour le chef d'édilité que je suis, beaucoup d'émotions. Pour plusieurs mois, il sera basé ici en Guadeloupe. Donc, il y aura aujourd'hui, il n'en va que 2 fois par semaine, malheureusement à cause du Covid en Guyane. Après, on espère pouvoir réouvrir les lignes de Miami et Port-au-Prince, mais c'est sur décision préfectorale. Donc, on espère vraiment avoir une visibilité pour savoir quand on pourra réouvrir la ligne sur Miami et sur Haïti. On a beaucoup de clients qui souhaiteraient pouvoir aller à Miami en Haïti et on voudrait surtout connaître les conditions de cette reprise. Est-ce qu'il faudra des tests PCR, être vacciné? Donc on ne sait pas et nous ce qu'on demande c'est surtout avoir une visibilité temporelle et sur les conditions. Donc cet avion sera, pour répondre à votre question, doit aller sur la Caraïbe Nord, la Caraïbe Sud et un jour il va repartir sur Arassi, mais après il y aura un autre avion qui le remplacera et avec un autre nom de ville caribéen. Il y a une manne financière derrière parce qu'il y aura des soutiens. Certains projets que nous menons pourront être financés à 80-90%. Parce que des projets nous en avons, mais c'est les financements qui manquaient. Et avec cette aubaine que nous avons de pouvoir bénéficier et de faire partie des villes retenues dans Action Cœur de Ville, c'est un rendez-vous que nous n'allons pas rater et nous travaillons vraiment pour faire que Basse-Terre redevienne la ville attractive qu'elle a toujours dû être. Retour maintenant sur la dernière session du concours d'entrée au pôle Espoir de football. Cette structure d'excellence accueille les joueurs ayant pour ambition de devenir professionnels, un tremplin pour intégrer un centre de formation et une grande équipe par la suite. Si tout se passe bien, le reportage. C'est l'aboutissement d'une grande phase de détection qui a commencé depuis le 27 février, où il y a eu une phase de brassage. Après, nous avons fait quelques phase de secteur et aujourd'hui c'est le dernier stage probatoire qui nous permettra de détecter les jeunes qui sont nés en 2018 et ont un potentiel pour entrer au pôle espoir. Le pôle espoir c'est la première structure d'accès au niveau. Donc après les 2 ans nous aurons peut-être des joueurs qui vont partir dans les centres de formation. S'ils ne partent pas, depuis 2 ans nous avons mis en place le CERFA qui récupère quelques-uns. Nous avons aussi une section sportive élite au lycée et après nous avons aussi ceux qui retournent dans les clubs. L'idée avec l'ensemble du staff par rapport à l'entrée au pôle, il était important cette année de rajouter cette dimension mentale afin d'évaluer un petit peu les dispositions mentales ou les habiletés mentales des jeunes pour être sûr ou orienter en tout cas le travail à leur arrivée en septembre en tout cas. Aujourd'hui, on ne peut pas s'arrêter uniquement à cette dimension football. Donc il y a tout le côté avec le côté physique, avec les tests physiques, les évaluations et aussi le côté scolaire. Donc c'est un vrai projet, hein. L'entrée au pôle d'un gamin, c'est un vrai projet de vie. Donc il faut quand même avoir le maximum d'informations sur cet enfant-là pour mieux l'accompagner aujourd'hui. Et mettre en tout cas, et construire en tout cas autour de lui le parcours afin de lui permettre en tout cas d'atteindre ses objectifs en tout cas. Alors, le rôle justement c'est la porte de sortie que vous évoquiez à l'issue des 2 ans du pôle espoir. Les meilleurs joueurs vont être appelés vers les centres de formation des clubs professionnels et jusqu'à présent c'était la seule alternative quand on n'était pas pris en centre de formation que d'aller vers un club amateur en métropole avec des conditions qui étaient parfois très bonnes puis d'autres fois qui étaient un peu plus délicates tant sur le plan social, scolaire, médical que football. Donc les meilleurs jeunes qui ne partent pas en métropole, on leur propose de nous rejoindre au niveau du CERFA pour 1, 2 ou 3 années, parce qu'on peut très bien imaginer qu'ils fassent qu'1 an avec nous, puis à l'issue de la seconde, par exemple, ils partent en centre de formation parce qu'ils sont prêts, parce qu'il y a un club qui a rencontré leur profil et qui est intéressé. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Rappel d'une petite information, mais au niveau national, à savoir que le ministère de l'économie a communiqué sur le coût de la crise Covid et pour la simple année 2020, eh bien, nous en sommes déjà à 168 milliards d'euros de dépenses. Reste à voir pour 2021, ça risque d'être catastrophique toute cette histoire. Enfin, bon. En tout cas, merci à vous pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30 avec Julienne Travental. Pour ma part, je serai du côté de Marie-Galante. On va voir un peu ce qui se passe. Ils prennent des coups sur coups. Entre les sargasses, la fermeture de l'usine. Vraiment, ça devient compliqué là-bas. Donc, on ira faire un petit tour. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Bisous, bisous.
À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, et nous allons parler de la filière agricole au lycée justement de Convenance. Et bien évidemment, on fera ce décryptage avec les membres de l'association Wibash. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Maggie Delaney, bonsoir à Wilson Gustave, bonsoir à Lydia Luce, à Ampasav Mako, bonsoir à Marie-Hélène Borès, à Jimmy Kamagouva Aliar, bonsoir à Claudie Giraud-Girard, bonsoir à Rulé Brown Style Steve, bonsoir à Floriane Minsakinere, bonsoir à Luc Saline, bonsoir à qui d'autre, bonsoir à Johanna Bon, bonsoir à Joyce Gabo, bonsoir à Fabien Média 97, bonsoir à El Canario Valentino Cardona, bonsoir au général Franck Abar, bonsoir à tous ceux qui se connectent quasiment tous les jours, bonsoir à Olivier Ibalo. Bonsoir à qui d'autre, vous êtes dans un échange, c'est incroyable. Bonsoir à Nadine Brévert, bonsoir à Céleste Divine, bonsoir à Moïse Aubin Caramel. Enfin, bonsoir à tous les internautes qui nous suivent sur le Facebook de Canal, mais aussi sur l'antenne de Canal 10 Télévision. On se retrouve après la coupure pub.